Alors, effectivement, je travaille sur. Alors, j'avais appelé images de synthèse histoire de rester dans un titre un peu plus court, mais sur les images de synthèse et ce qu'on appelle les rendus 3D appliqués à l'architecture. Et donc, mon objet de recherche, peut-être que je vais commencer directement là-dessus parce que c'est un des gros points donc, sur la question de l'établissement du corpus. On va être sur un corpus tout à fait différent. Je ne vais pas m'intéresser à une question d'archives là tout de suite, mais une question de la sélection d'un corpus visuel imagé au sein de la thèse. Alors déjà, l'objet sur lequel je travaille, donc les rendus 3D, hein, on est avec, alors je vous mets une image, hein, c'est plus pour l'illustration. Ouais, je vais vous cliquer sur le... Ok. Super. Super. Déjà, je voudrais quand même préciser que ces rendus 3D, c'est des images qu'on a en énorme quantité. Donc, il y a une grande profusion qui ont été souvent qualifiées d'images jetables hein, par les premiers créateurs de ces images. Je pense à François Gruson notamment qui les qualifie comme ça, qui ont peu de recherches préexistantes. Il y a quelques articles qui portent sur ce sujet, mais ce n'est pas une grande, en tout cas, quantité, et qui sont assez récents historiquement, et je pense que ça fait partie des éléments les plus importants. Moi, l'orientation de ma thèse, en tout cas, j'ai une orientation un peu précise, c'est-à-dire que je m'intéresse, donc ces images, hein, elles sont pour la plupart issues de modèles 3D, et je m'intéresse à la question du statut de ces images, comment les considérer entre des objets de conception, de communication, des objets d'art, en tout cas, quel est le statut propre à ces images-là. Donc, je ne vais pas redéfinir toutes ces notions entre conception artistique, communication, je pense que c'est juste des notions qui sont importantes pour essayer d'arriver à identifier quels sont ces objets. Parmi les thèmes, en tout cas, qui viennent dans ma tête, parce que je croise un peu, se retrouvent notamment les questions d'identité, de style de ces images, sur lesquelles je reviendrai un petit peu par la suite. En tout cas, vous comprendrez mieux selon mon orientation. Donc, ces styles hein, qu'on a pu qualifier d'hyperréalisme ou de photoréalisme au sujet de ces images, mais pas que. Et plus particulièrement, c'est là où le sujet est peut-être le plus intéressant, aux créateurs de ces images, alors, à savoir les perspectivistes, qui ne sont pas forcément les seuls à créer ces images. Hein. Les agences d'archi peuvent également avoir en interne des personnes qui sont chargées de les réaliser ou les architectes en tant que tels. En tout cas, ces perspectivistes et qui font partie aujourd'hui du cercle professionnel, en tout cas du métier, en tout cas du secteur de l'architecture. Et donc de m'intéresser à cette question de l'externalisation d'une tâche et d'une création d'un objet. Mon corpus central, il est très récent, puisque je m'intéresse à des images qui ont été réalisées globalement entre 2009 et 2010 hein, sur le corps central. Et aujourd'hui, alors j'ai pris cette date liée à une forme de concours, donc 2009-2010 consacré à la visualisation architecturale donc par CIG Architect, qui est une communauté, hein, mais c'est à partir de 2009 qu'on a la première agence française qui est reconnue, en tout cas qui est lauréate d'un prix dans ce cadre-là, et qui va témoigner en tout cas d'une première circulation de ces images aussi à une échelle internationale. Voilà. Et j'ai un intérêt pour l'histoire de ces images plus globalement, en m'intéressant justement au développement et à l'essor de cette dernière depuis les années 1980, et qui se relie puisqu'on le voit dès les années 1980 que beaucoup de perspectivistes existaient déjà, en tout cas de sociétés spécialisées dans la visualisation. Icon, Archividéo, que j'ai mentionné il y a quelques instants. Donc, en fait, on est dans une continuité, finalement, d'une certaine manière, avec d'autres enjeux, mais par rapport à cette période. Alors, je vous ai présenté un peu mon sujet de recherche globalement, vraiment très grossièrement, très rapidement. Mais aujourd'hui, le thème de cette journée d'études porte, enfin de cette journée d'études, pardon, de cette rencontre, porte sur cette question méthodologique. Et donc, moi, ça a été un des vrais enjeux, la question de l'établissement du corpus et du choix des images sur lesquelles j'allais travailler. Et sur cette question, en tout cas, ça va être lié à une question d'angle d'approche. Je pense qu'un des premiers thèmes qui est un peu central, c'est comment la recherche elle va permettre l'identification du corpus progressivement, mais aussi comment ce corpus il va permettre d'avoir un fil conducteur et qui sont deux éléments qui ne sont pas forcément évidents à traiter. Pour revenir un petit peu sur l'origine de ce projet de thèse, parce que je pense que c'est une des grosses difficultés, moi, que j'ai eu sur, en tout cas, le début de ma thèse, et donc je pense qu'il y a besoin de revenir un peu sur une histoire de ce projet. J'ai travaillé en master, en tout cas lors de mon mémoire, sur l'impression 3D en béton appliquée à l'habitat. Et je me suis retrouvé à devoir finir mon mémoire dans le cadre de confinement, en tout cas suite au Covid, et à ne pas pouvoir aller voir tous les sites en question. Et à devoir du coup finir une étude de ces projets architecturaux
et de ces projections, en tout cas, à travers ce qui existait, hein, c'est-à-dire les rendus 3D. Alors, je vous ai mis quelques images de projets que j'avais pu étudier au tout début. Et en fait, du coup, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ces images, en me rendant compte qu'elles véhiculaient aussi un certain message, une certaine idée, en tout cas une certaine pensée du projet. Et donc, je me suis un peu centré sur ça, en tout cas au début de ma thèse, et en fait, de mon mémoire, et en fait, ma thèse a un peu démarré sur cette question-là. Et avec Laurent Baridon, qui est mon directeur de thèse, on s'était un peu dit que ça serait intéressant d'étudier la place de ces images dans des cadres de grands projets d'aménagement urbain, etc. Et en fait, très vite, ce sujet est devenu infaisable et difficile à mettre en place. Et je me suis retrouvé à travailler sur les rendus 3D, mais sans savoir sur quel corpus et sur quels objets je devais travailler. Et en fait, ça a été un des gros problèmes dans ma thèse parce que je n'arrivais pas à saisir l'orientation que j'allais lui donner et à savoir sur quel objet j'allais travailler. Et on parle de cette question de déclic, et donc c'est un peu sur ça que je vais revenir moi aujourd'hui. La question du déclic que j'ai eu, alors c'est des références, en tout cas une qui date un petit peu, mais qui m'ont aidé, c'est donc vraiment ces deux textes, c'est pour ça que je les ai mis ici, mais qui m'ont permis un peu de donner une orientation à ma thèse. Donc d'abord cet ouvrage de Guy Tapir, Les architectes, imitation d'une profession. Donc en termes de sociologie de l'architecture des architectes, il y a des exemples beaucoup plus récents. Mais c'est juste que moi, c'est vraiment une des lectures qui m'a permis de réorienter un peu ma thèse. Guy Tapir revient dans son bouquin sur cette mutation des agences d'archi, surtout sur cette fin du XXe siècle, et sur ce phénomène de numérisation, digitalisation, en tout cas du secteur architectural. Et il mentionne justement que toutes les agences d'architecture ne sont pas forcément équipées en termes matériels ou humains pour pouvoir faire face, en tout cas, à ces mutations-là. Et en fait, il mentionne très succinctement, mais en tout cas que les architectes, en tout cas que les agences d'architecture vont avoir en tout cas recours à des prestataires extérieurs pour différents types de missions. Et après, il y a cet article de Margot Darieux, alors sur un autre sujet, mais sur les communicants, qui sont des agences de communication. Alors, elle a fait une thèse, là, c'est vraiment un de ses articles, mais en tout cas sur lesquels elle revient justement sur le fait que les architectes peuvent recourir dans le cadre d'une spécialité, en tout cas à d'autres types de métiers dans une recherche de spécialisation, et pour des objets en tout cas pour lesquels les personnes seraient spécialistes. Et en fait, ça m'a permis de me poser la question progressivement, mais qui crée ces images? Question que je pense que je m'étais peu posée au début de ma thèse, de qui est à l'origine de ces images, et en fait, très rapidement de découvrir de manière beaucoup plus importante, en dehors des 2-3 agences qui sont très connues, hein. On peut penser à Mir Studio ou à Luxigone, en tout cas, qui font partie des agences les plus connues, mais de me rendre compte en fait qu'il y avait un secteur hyper important de la perspective de la visualisation architecturale ou de l'infographie 3D. Et donc c'est un peu sur ça que l'angle d'approche a commencé à se mettre en place. Et en fait, je me suis retrouvé à vouloir justement faire une inversion dans mes recherches et à ne plus faire une recherche en tout cas une recherche par projet, mais à faire une recherche par métier. Et à me dire, je vais m'intéresser à cette question du métier de ces perspectivistes et partir de ce point de vue. Alors, si je vous précise tout ça, c'est parce que c'est important pour la question de l'établissement, bien sûr, du corpus. Alors, un des gros points qui, moi, me semble intéressant et majoritaire, c'est qu'il y a beaucoup d'agences de visualisation ou d'indépendants qui sont en freelance et qui ne sont pas forcément connus aussi parce que lorsque vous faites la recherche sur beaucoup de sites des architectes, en tout cas sur beaucoup de portfolios des architectes, ils ne sont pas forcément accrédités. On n'a pas forcément une mention de qui a réalisé cette image, ou en tout cas qui a réalisé le rendu 3D. De même sur les magazines d'archi, et en fait, il faut faire un travail de retracer à certains moments qui est à l'origine, en tout cas, de telle et telle image. Le fait d'inverser et partir des perspectivistes, ça m'a aussi permis à ce moment donné de ne plus forcément m'intéresser à tel ou tel projet, mais de me dire que l'intérêt pouvait venir justement en tout cas de cette pratique singulière et individuelle. Tout ça, ça m'a permis de comprendre aussi, en tout cas d'essayer de comprendre ce statut de l'image, la nature de l'image soumise à un processus de commande, soumise à donc une forme de processus marchand en quelque sorte, mais en tout cas, et sur cette question de la liberté créative et de possibilités de la part du perspectiviste quant à l'établissement et la réalisation de l'image, etc. Alors, c'est des points qui ont été... je vais creuser un peu pour vous permettre un peu de comprendre en tout cas le suivi que j'ai pu... en tout cas, ce que j'ai essayé de mettre en place. Mais
Au début, donc une fois que j'ai un peu saisi tout ça, j'ai fait le choix d'interroger les perspectivistes et je me suis retrouvé face à la question qui est mais quels sont les perspectivistes à devoir interroger? C'est-à-dire que c'est pareil, on en a une quantité énorme et donc mener des entretiens, ça peut être aussi un travail assez conséquent et en fait, il faut qu'il y ait une cohérence. En tout cas, il y avait une recherche d'une cohérence scientifique et en tout cas dans la recherche qui s'établissait ici. Et j'ai d'abord fait des recherches en passant par les sites de freelance pour essayer d'identifier qui étaient les différentes perspectives qui existaient, etc. Et en fait, là aussi, hein, donc, une grande quantité. Et en fait, ça posait un problème qui était, qui ne permettait pas de reconnaître les perspectivistes qui n'avaient pas besoin de passer par ces agences et par ce site, ce type d'application, puisque bénéficiant déjà d'une certaine renommée. Et donc, n'ayant pas besoin, en tout cas, de ce même type de représentation. Et en fait, j'ai commencé donc à faire une recherche un peu différente en m'intéressant. Donc, je me sens vraiment sur un cas français, hein, sur les perspectivistes français uniquement, je ne l'ai peut-être pas précisé. Mais en tout cas, à faire des recherches zone par zone, ville par ville, en tapant différentes notions, donc perspectiviste, infographie, visualisation, etc. Et en fait, je me suis retrouvé avec une liste d'une centaine de perspectivistes à partir desquels j'ai fait le choix donc, d'aller vérifier chacune de leurs pratiques en regardant déjà si un site internet existait et si leur pratique, pour savoir déjà si leur pratique était assez établie ou était encore trop balbutiante. Et aussi pour essayer de voir si l'expérience de ces perspectivistes ou de ces infographistes, ceux qui font de la visualisation 3D, correspondait bien aux objets qui m'intéressaient, à savoir de l'architecture extérieure, et non pas une pratique orientée plus vers l'archi intérieur, etc. Donc déjà, ça m'a permis de recentrer. Et je me suis retrouvé à la fin et en tout cas identifier une quarantaine d'agences suffisamment intéressantes. Alors, je vous ai fait une liste ici pour qu'on puisse en avoir. Alors, j'en ai éliminé quelques-unes depuis, mais on est presque à 40 ici. En tout cas, avec une quarantaine d'agences que j'ai sélectionnées qui me semblaient être intéressantes. En tout cas, pour pouvoir les identifier. Une fois que ce travail a été fait, il se posait la question de quelles images choisir dans ces pratiques-là. Avant peut-être de partir du principe de s'arrêter sur cette question du choix de certaines images, un des éléments qui est important à préciser pour resituer, pour les comprendre, c'est que ces images, elles font aussi office d'une forme de présélection de la part des perspectivistes, par le fait qu'ils choisissent lesquelles ils publient, mais également par le fait qu'ils n'aient pas forcément le droit de republier certaines images dont les projets ne sont pas encore passés en façon concours, etc. Donc déjà, ça délimitait énormément cet élément-là. Et la finalité était quand même d'identifier en tout cas une cohérence aussi dans les images que j'avais déterminées à la fin entre ces dernières, et donc de mettre en place des critères de sélection pour pouvoir en tout cas avoir un corpus suffisamment intéressant. Ça se lie alors aujourd'hui qui est un petit peu en modification, mais la direction de thèse, donc mes deux directeurs souhaitaient que j'ai uniquement une trentaine de projets à étudier pour comprendre la place de l'image au sein. Donc, de phase de conception, hein, du début à la fin, pour voir si elle avait une réelle place ou pas. Bon, nombre qui va un petit peu augmenter à mon avis. Mais donc cette trentaine d'images, elle nécessitait une présélection, puisque quand j'en suis arrivé à cette quarantaine d'agences, j'en étais à peu près à 1000 projets prédéterminés. Et donc il fallait débroussailler de ce fait. C'est un peu sur cette question-là que la question des critères, elle est compliquée. Parce que parfois, certains critères peuvent paraître un peu arbitraires. En tout cas, on peut se demander s'ils ont une validité scientifique ou s'ils sont arbitraires. Et qu'en même temps, il y a des moments où il faut faire des choix pour pouvoir avancer. Et en tout cas, moi qui étais un des gros problèmes, la difficulté à accepter les choix que je pouvais faire pour pouvoir déterminer quelles étaient les images que j'avais sélectionnées. Je suis passé par des éliminations de vues qui étaient trop urbaines, de projets paysagers, de projets expérimentaux également. Et avec d'autres éléments, à savoir par exemple un perspectiviste. Alors c'est par exemple le cas pour Karl Souprayen qui est cité ici, donc, qui travaille surtout dans l'environnement de Nantes, qui réalise surtout des projets pour des écoles. En tout cas, les visualisations qu'il montre sont surtout des projets d'école. Et de se dire à un moment donné, j'ai peut-être pas besoin d'avoir une trentaine de représentations architecturales centrées sur une école primaire et maternelle, en gardant peut-être une ou deux et en adnotant toujours l'orientation de la pratique de ce perspectiviste, en se disant, OK, je vais prendre celle où le projet a plus de vues, donc par exemple 5 ou 6 points de vue, etc. etc.
Donc ça, c'était un des premiers éléments. Et je pense que l'élément central qui m'a permis de délimiter, c'était de me dire, il faut en fait que ces images que je vais sélectionner, je vous en montre donc une, mais soit des projets, soit qui soient en cours de construction, soit qui aient été construits, soit qui vont être construits. Alors, ce qui peut paraître un peu évident, mais qu'on est dedans, on n'a pas forcément la captation. En tout cas, on ne capte pas forcément cet élément-là pour justement réussir à placer réellement ces images, comme je vous le disais, dans un cadre de conception. Et en fait, ça réduit quand même le corpus d'environ 2/3, et ce qui permet en tout cas de le délimiter. Dernier élément, je pense, qui est un peu important, c'est la manière de procéder pour faire de la recherche pour des thèmes aussi récents. En tout cas, moi, il y a une autre technique, mais que je parlerai un petit peu dans un deuxième temps. Et je passe beaucoup par des entretiens. Des entretiens qui sont donc semi-dirigés en quelque sorte. Et là, donc, bon, je ne vais peut-être pas détailler tout ça aujourd'hui, mais sur comment on met en place un questionnaire, avec quel type de questions, pour essayer d'avoir des données qui peuvent se recroiser à certains endroits, tout en n'essayant pas non plus d'être dans une orientation, en tout cas vis-à-vis de nos propos, en tout cas de ne pas être dans une orientation et de réponse. Ces entretiens, ils sont intéressants parce qu'ils peuvent aussi aider dans la création du corpus, en tout cas dans la délimitation du corpus, puisqu'il peut y avoir certains projets, en tout cas, que les perspectivistes peuvent mentionner par eux-mêmes comme des projets un peu phares, en tout cas sur lesquels il y a des données qui viennent enrichir, ou alors nous-mêmes, on pouvant essayer, en essayant de poser quelques questions autour de certains projets, et d'identifier si certains sont des projets qui sont énormément mentionnés, si elle y a la donnée intéressante, ou si un souvenir, etc. Alors, il faut bien sûr après faire une analyse de ces entretiens pour voir le sous-discours qui est présent dessous, et pour réussir un peu en tout cas, à tirer des grilles d'analyse. Peut-être un des derniers points que je vais mentionner, c'est sur cette question aussi donc, de ce que je vous disais sur cette histoire des images de synthèse auxquelles je m'intéresse en même temps donc, depuis les années 80. J'ai pris ici une des images les plus connues, en tout cas dans les années 80, pour pouvoir l'illustrer rapidement. Mais la question du corpus dans les années 80 ne se pose pas forcément de la même manière non plus. Alors, on est vraiment sur l'image de synthèse ici, pure, ça les rendus 3D. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique là tout de suite, mais on est sur des techniques qui ont un petit peu changé. Mais en tout cas, de faire un peu une histoire de ces objets. Et cette question du corpus, elle se pose différemment parce que c'est aussi peu d'images qui ont été conservées. En tout cas, il y en a moins qui ont été conservées. Donc là, c'est un travail aussi par le fait de revenir dans plusieurs magazines d'architecture des années 80. Par le fait de regarder aussi les projets un peu qui ont pu être soutenus par un plan recherche image des années 80 ou par Imagina, donc un projet de l'INA, pardon, et de sélectionner ces images aussi à partir de ces éléments-là. Et en fait, c'est un peu différent parce que le corpus, alors je ne vais pas dire qu'il s'impose à nous, mais en tout cas, il est moins la question des critères de sélection est moins présente pour des images des années 80 ou 90 même que pour des images aussi récentes. Voilà, je vous remercie et j'ai terminé la présentation.